recommandations pour la prise en charge des maladies vasculaires du foie. Alors, c'est un travail collectif aujourd'hui, mais ça a été surtout un travail collectif ces derniers longs mois. Et donc, on va... les diapos ne passent pas. Voilà, pour vous résumer un petit peu le travail collectif, vous voyez que c'est un travail qui vient de partout en France. Alors pourquoi des recommandations françaises? Qu'on le veuille ou non, francophones, pardon. Je vais me faire reprendre pendant toute la... Pourquoi des recommandations francophones? D'abord parce que pour la diffusion dans les pays francophones, c'est quand même plus simple à lire, qu'on le veuille ou non. Parce qu'aussi, il y a des particularités françaises. Et puis vous allez le voir, il y a aussi de la prise en charge des malades, on entend. Mais vous allez le voir aussi, il y a des sujets qui sont traités dans ces recommandations, qui n'ont pas été traités dans d'autres recommandations internationales. Et vous voyez que les centres de compétences, centre de référence, site constitutif et le centre de référence coordonnateur, bien sûr, ont tous été impliqués. Vous avez dans la diapo suivante, je crois, la liste de tous les rédacteurs pour les adultes et pour les enfants, avec, c'est aussi une particularité française par rapport aux recommandations internationales, m'a dit Aurélie, c'est que vous avez une parfaite parité entre les hommes et les femmes en rose, les hommes en bleu. J'avais pas le choix. Et le groupe de relecture, les femmes en rose, les hommes en bleu. Donc c'est vraiment un gros travail collectif. Et vraiment, c'est un grand plaisir de vous présenter ça aujourd'hui parce que c'est des mois de concrétisation. Les sujets donc abordés dans ces recommandations sont bien sûr les atteintes des veines qui sortent du foie, de la veine qui va au foie, des veines qui sont dans le foie, mais aussi de l'artère. Et ce qui n'a pas été traité dans d'autres types de recommandations, ce sont des atteintes fistules, la maladie de Randu-Osler, les atteintes liées aux médicaments, la prise en charge de l'enfant à l'adulte, la transition, la période de transition, et aussi tout un chapitre, vous le verrez dans le numéro spécial d'HGOD qui est dans votre mallette verte biodégradable, et les maladies vasculaires du foie, la prise en charge en tout cas au cours de la grossesse. Donc tous ces champs n'ont pas été traités dans les autres recommandations et c'est une particularité de ces recommandations qui donne tout leur intérêt. Alors, pour finir l'introduction, on ne va bien entendu pas aborder tous ces thèmes aujourd'hui. Vous avez l'ensemble des thématiques, mais on va se concentrer sur une des situations les plus fréquentes, en tout cas pour lesquelles les centres de compétences sont les plus souvent sollicités, c'est la thrombose de la veine porte au cours de la cirrhose et la gestion de l'hypertension portale et du traitement anticoagulant lorsque survient une thrombose porte au cours de la cirrhose. Avec un cas clinique pour illustrer. Donc je vais vous présenter le cas clinique et Aurélie vous présentera la bibliographie et les recommandations concernant ce chapitre. Donc il s'agit d'un homme de 55 ans en décembre, mais qui avait déjà présenté une hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes quelques mois plus tôt, en septembre 2013. Et en décembre 2013, on découvre sur cette imagerie, où on suspecte en tout cas une thrombose de la veine porte. Alors devant ce tableau, alors évidemment la salle ne se prête pas vraiment à l'interactivité, mais on s'est demandé, il faut se demander quelles questions absolument poser au radiologue. C'est-à-dire que la première étape, c'est les questions que doivent se poser chaque clinicien. Et quelles questions doit-il poser au radiologue? Donc, bon, on va... Il y en a 5 ou 6, si vous voulez... S'il y a quelqu'un qui a une voix forte. Philippe? Non. Frédéric? Y a-t-il une cirrhose? Oui, non? Une circulation collatérale en faveur d'une thrombose récente ou ancienne. L'extension de la thrombose. Très bien. Effectivement. Donc effectivement, toutes ces questions sont très importantes et on va les discuter au fur et à mesure. La première question, c'est d'abord de se poser s'il y a effectivement une obstruction portale, parce que je pense que ça vous est déjà arrivé, qu'on vous adresse un patient pour une thrombose porte ou une obstruction portale et qu'il n'y en ait pas. Et c'est embêtant de débuter des anticoagulants s'il n'y en a pas, bien évidemment. La deuxième question, c'est l'extension, parce qu'il faut rechercher en particulier des signes d'ischémie mésentérique.
et c'est une urgence dans la prise en charge, et donc il est extrêmement important de poser la question ou de la rechercher immédiatement. Ensuite, effectivement, est-ce qu'il y a une cirrhose? Car la prise en charge est quand même très différente lorsqu'il y a une cirrhose ou lorsqu'il n'y a pas de cirrhose. Et également, le corollaire de ça, c'est est-ce que l'obstruction est tumorale, en particulier est-ce qu'il y a un carcinome hépatocellulaire qui envahit le tronc-porte, ou est-ce qu'il s'agit d'une obstruction cruorique, une véritable thrombose portale. Et puis lorsqu'il n'y a pas de cirrhose, il y a une autre maladie qui est la maladie portosinusoïdale, dont il y a tout un chapitre donc dans les recommandations. C'est important aussi de savoir s'il y a des éléments en faveur de cette maladie portosinusoïdale. Et enfin, y a-t-il une cause locale, inflammatoire ou infectieuse qu'il faudra prendre en charge pour également mieux traiter l'obstruction portale. Alors pourquoi est-ce qu'on se demande s'il y a un carcinome hépatocellulaire ou une cirrhose ou pas? Parce que, par ordre de fréquence, bien sûr, l'obstruction tumorale, elle est extrêmement fréquente puisque ça correspond à 1/3 des patients qui vont se présenter avec une thrombose porte. Ceci est dérivé d'études soit autopsiques, donc on peut se dire qu'il y a peut-être plus de carcinome hépatocellulaire dans des études autopsiques, mais également dans des études de registre. On retrouve les mêmes prévalences d'obstruction tumorale. Ensuite, 1/3 des autres patients auront une thrombose porte sur cirrhose, et puis 1/3 auront une thrombose porte en dehors de ces manifestations tumorales ou cirrhotiques. Donc la première question, c'est effectivement d'éliminer un carcinome hépatocellulaire. À gauche, vous avez un thrombus sur une cirrhose sans carcinome hépatocellulaire. Donc vous voyez les caractéristiques de la cirrhose. Le thrombus qui est ici partiel dans la veine porte qui n'élargit pas la veine, qui n'est pas hypervasculaire. Et à contrario, à droite, vous avez les caractéristiques d'une obstruction maligne, donc toujours sur un foie de cirrhose. Vous voyez ce thrombus hypervasculaire qui élargit le tronc-porte et donc cette thrombose hypervasculaire autant artérielle comme le carcinome hépatocellulaire. En cas de doute, l'écho de contraste peut être un examen extrêmement utile et on peut également faire une biopsie sans trop de risques. Ensuite, on se pose la question de savoir s'il y a une cirrhose. Ici, donc, vous avez l'imagerie de ce patient. Il a toutes les caractéristiques de la cirrhose avec une hypertrophie du segment 1, une atrophie du segment 4, une hypertrophie du lobe gauche et puis un foie qui est bosselé. Alors, le patient bénéficie ici d'une biopsie probablement par voie jugulaire avec une mesure de gradient de pression à 20 mm de mercure et il a dans le même temps une élastométrie qui montre donc un foie avec une élasticité augmentée mesurée à 35 kPa. Et donc pour argumenter le diagnostic de cirrhose. Est-ce que c'est vraiment utile? Et effectivement, c'est utile pour distinguer, comme tout à l'heure, une thrombose porte sur cirrhose ou en dehors de cette situation, puisque vous voyez que les résultats montrent une nette différence entre l'élastométrie au cours de la cirrhose qui est autour de 40 kPa versus 8 dans une maladie portosinusoïdale et 6 dans un cavernome. De la même manière, le gradient de pression hépatique est nettement plus élevé au cours de la cirrhose. Et ce qu'il est important de noter, c'est qu'il est quand même un peu plus augmenté également au cours de la maladie portosinusoïdale par rapport aux patients qui ont un cavernome sans maladie portosinusoïdale. Maintenant, donc, est-ce qu'il y a des arguments pour la maladie portosinusoïdale? Je vais juste faire un tout petit aparté. Qu'est-ce que c'est que la maladie portosinusoïdale? En fait, c'est une nouvelle dénomination qui a été donnée pour simplifier un peu toute cette littérature et regrouper toute la littérature qui regroupe la sclérose hépatoportale, la vénopathie portale oblitérante, l'HNR, et en fait, ça veut juste dire qu'il y a une atteinte soit de la vénule porte, soit du sinusoïde, et que cela va entraîner une hypertension portale non cirrhotique. Donc, cette entité est caractéristique à l'imagerie, avec une hypertrophie du segment 1, cette fois une hypertrophie du segment 4, et vous voyez ici qu'il n'y a plus du tout
de lobe gauche et que la surface du foie est parfaitement lisse. Donc c'est très différent de l'image de tout à l'heure chez notre patient. Donc pour commencer avec les recommandations sur le diagnostic, il est important, lorsque on a une suspicion de thrombose portale, de faire un scanner 4 temps, d'abord pour confirmer vraiment le diagnostic et évaluer l'extension. Donc ceci lorsqu'on a eu déjà une suspicion à l'échographie. Il faut éliminer une cirrhose et un envahissement tumoral, rechercher une maladie vasculaire portosinusoïdale, et enfin, on évoquera une maladie vasculaire portosinusoïdale si le patient a une hypertension portale avec des tests hépatiques normaux, ou bien une hypertension portale avec une élasticité hépatique basse, on s'est donné 10 comme seuil, ou bien des anomalies inexpliquées, des tests hépatiques, même sans hypertension portale. Vous recevez le résultat de la biopsie qui vous indique une cirrhose mutilante et atrophique chez un patient qui avait une consommation excessive d'alcool dans le passé mais qui est actuellement sevré. Et s'ajoute à ça, comme souvent, des facteurs de risque pour un syndrome métabolique. Il n'y a pas d'insuffisance hépatique, il a un score de MELD à 10, un score de Child à 6, et il a des varices œsophagiennes de grade 2. Je vous rappelle qu'il avait présenté déjà en septembre 2013 une rupture de varices œsophagiennes. Donc les questions que vous devez vous poser ou qui vont se poser ou que vous aurez à poser sont les suivantes, il me semble. 1. Comment traiter cette hypertension portale chez ce patient qui s'est déjà compliqué par une rupture de varices œsophagiennes? La question éternelle de faut-il rechercher une thrombophilie chez ce patient avec une cirrhose? On va répondre d'abord à ces deux premières questions et on répondra aux suivantes en suivant. Alors, ici, on essaye de répondre aux questions toujours difficiles et irritantes, de savoir comment on fait, notamment avec le traitement anticoagulant, lorsqu'on doit réaliser un traitement endoscopique chez ces patients. Et d'abord, donc, il faut réaliser à la fois un traitement par bêta-bloquant et par ligature de ces varices œsophagiennes chez ce patient qui a déjà fait une hémorragie digestive. On notera que probablement l'éradication des varices sera plus longue dans cette situation, car dans une thrombose porte-sur-cirrhose, le délai d'éradication a été montré comme étant plus prolongé. En revanche, le taux d'éradication sera tout à fait identique avec ou sans anticoagulant. Et de la même manière, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation du risque hémorragique avec ou sans anticoagulant. Donc il n'est absolument pas nécessaire d'arrêter les anticoagulants, que ce soit les HBPM si le patient est sous HBPM ou les AVK si le patient est sous AVK. Donc ne pas faire de relais non plus. Et ceci a bien été montré à la fois dans la cirrhose et dans la thrombose porte sans cirrhose par 2 études. Et donc c'est un argument assez fort quand même pour nos anesthésistes avant la prise en charge et avant d'endormir le patient. Maintenant, on se pose la question du bilan de thrombose. Vous voyez ici les résultats d'une méta-analyse de multiples études sur à la fois la mutation, je vous ai sélectionné la mutation du facteur 5-Leden et la mutation du gène du facteur 2. Vous voyez que les études sont quand même très hétérogènes et que finalement, il y a peut-être c'est peut-être un peu en faveur de la mutation du facteur 5-Leden, mais vraiment, ce n'est pas très net. Et surtout, ça n'a pas été confirmé dans une étude plus récente avec un grand nombre de patients, 283 patients, qui a été publié en 2015, où il n'y avait pas, dans cette étude plus récente, d'éléments en faveur de plus de mutations du facteur 5-Leden ou du gène du facteur 2 au cours de la thrombose porte-sur-cirrhose. Donc finalement, il n'est probablement pas intéressant au jour d'aujourd'hui de faire un bilan de thrombose dans cette situation. Donc les recommandations sur l'hypertension portale, d'abord traiter avec une prophylaxie adaptée l'hypertension portale en cas de thrombose porte, la même prophylaxie que dans la cirrhose, seule, sans thrombose porte. Les antivitamines K chez les patients ayant un INR inférieur à 3 peuvent être poursuivis au cours d'un programme de ligature.
et l'intérêt du bilan de thrombophilie chez le patient cirrhotique n'est pas établi et donc ne doit pas être réalisé. Donc c'est simple, la prévention secondaire c'est comme sans thrombose et il n'y a pas de bilan de thrombophilie. Les questions suivantes sera quelle sera l'évolution naturelle de la thrombose si on ne la traite pas par anticoagulant, et puis évidemment est-ce qu'il faut mettre des anticoagulants? Donc effectivement, l'histoire naturelle, vous voyez que le plus souvent cette thrombose est partielle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en particulier si elle est partielle, elle régresse spontanément extrêmement souvent. Donc on peut se demander même s'il y a un intérêt à mettre le traitement anticoagulant. Donc ça doit peser très fort dans la balance lorsque vous vous posez la question de la mise en route du traitement anticoagulant. Et en revanche, il y a un risque d'extension spontanée qui est très variable puisqu'il est entre 6 et 48%. Et donc là, on va être plus gêné chez quelqu'un, notamment qui est en attente de transplantation hépatique ou potentiellement va être greffé dans les années à venir, car on le sait que cette extension est possible et on est ennuyé dans cette situation-là en particulier. Ce qui est important aussi de noter, et ça a quand même été largement débattu, c'est que d'accord, la thrombose porte, c'est un marqueur de la progression de la maladie hépatique, mais ce n'est pas un facteur de progression. Donc une thrombose porte ne va pas aggraver votre cirrhose. Donc il ne faut pas se dire je vais traiter parce que le patient va être plus grave. Non, ce n'est pas vrai. En revanche, c'est un marqueur de cette aggravation de la maladie hépatique. Et vous voyez bien qu'effectivement, au fur et à mesure des mois, lorsque l'on surveillait ces patients par une échographie, il y avait une incidence plus importante à 1 an, 36, 60 mois, donc 10% à 60 mois chez des patients qui étaient initialement Child A ou B. Donc se pose maintenant la question des anticoagulants. Encore une fois, voici les résultats d'une méta-analyse qui compare les études où on a utilisé des anticoagulants versus pas d'anticoagulants. Donc dans la colonne de gauche, vous avez 199 patients traités par anticoagulants. Dans la colonne de droite, 155 patients qui ne recevaient pas d'anticoagulants. Et donc, quels vont être les résultats? Premièrement, sur ici, l'extension. Vous voyez que le groupe qui n'a pas de traitement anticoagulant a un risque d'extension de 33%, significativement plus élevé que le groupe qui reçoit des anticoagulants, qui malgré tout peut avoir une extension de 9%. De la même manière, le traitement anticoagulant semble efficace puisqu'on obtient une recanalisation, en particulier chez les patients qui ont une thrombose partielle, de 71% versus 42% chez les patients qui n'ont pas de traitement anticoagulant. Et est-ce que c'est au prix, donc, de plus d'hémorragie? Eh bien non, il n'y a pas de différence entre le nombre d'hémorragies avec ou sans anticoagulant. En revanche, cette autre étude a bien montré que lorsqu'on va effectuer, en dehors de l'hypertension portale, et en particulier lorsqu'on va être dans des situations à risque, extraction dentaire, ponction d'acide, geste chirurgical même minime, le risque de saigner est assez élevé puisqu'il est de 10%, d'avoir des hémorragies sévères. Donc dans ces situations, il faut faire particulièrement attention et là, probablement, faire appel aux spécialistes de l'hémostase pour savoir comment gérer le traitement anticoagulant et en particulier chez les patients qui ont un taux de plaquettes inférieur à 50 000. En revanche, toujours dans cette méta-analyse, il n'y avait pas donc plus d'hémorragie liée à l'hypertension portale chez les patients sous anticoagulants et à l'inverse, il y en avait même plus chez les patients qui n'avaient pas de traitement anticoagulant. Donc les recommandations pour la prise en charge de ces malades, c'est de traiter les patients qui ont une cirrhose et qui sont en liste d'attente pour la greffe hépatique, soit par HBPM, soit par antivitamine K jusqu'à la greffe, pour ne pas que ce soit un cas de non-possibilité d'effectuer la greffe. La deuxième recommandation, c'est de discuter un traitement anticoagulant chez les patients qui potentiellement pourront avoir une greffe et qui n'ont pas de contre-indication définitive à la greffe. En revanche, on ne peut pas recommander un traitement anticoagulant par rapport à l'autre.
Il faut éviter les héparines non fractionnées dans toutes les situations. On ne prescrit plus d'héparines non fractionnées, sauf en cas d'insuffisance rénale vraiment qui pose un souci. Et on réserve la surveillance du traitement par HBPM par l'activité anti-DISA aux situations suivantes: insuffisance rénale modérée, obésité ou si aggravation de la thrombose lors d'un traitement bien conduit, parce qu'en fait on ne sait pas très bien ce qu'il faut en faire et comment interpréter ces résultats. Donc ce n'est pas la peine de le faire à tout va. Avant tout geste invasif, extrêmement important d'arrêter le traitement dans les situations à risque thrombotique faible ou modéré. Après un geste invasif, en cas de risque thrombotique faible, il faut prendre en compte le risque hémorragique et avoir probablement une fenêtre d'arrêt longue. Et peut-être qu'il faut préférer les HBPM aux AVK chez les patients qui ont des ponctions d'acide itératives pour pouvoir leur arrêter avant la ponction et ne pas le reprendre immédiatement après. Alors la grande question, c'est les anticoagulants oraux directs. Quelle est leur efficacité et leurs effets secondaires? Il n'y a pas d'études évidemment randomisées prospectives, il s'agit uniquement d'études rétrospectives, comme vous pouvez le voir dans cette colonne. Vous voyez que finalement, lorsqu'on regarde ce qui nous intéresse, c'est les hémorragies sévères sous anticoagulants oraux directs. Le risque ne semble pas plus élevé que sous antivitamine K ou héparine de bas poids moléculaire, donc c'est plutôt rassurant, mais bien sûr tenez compte des faibles effectifs, du caractère rétrospectif de ces études et de la nécessité d'avoir plus d'éléments pour pouvoir conclure. Un élément très important, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'interactions, en particulier avec certains bêta-bloquants, avec les IPP, les statines, certains immunosuppresseurs, des antiangiogéniques, des immunothérapies que nous utilisons quotidiennement dans la cirrhose. Et qu'évidemment, il faut adapter ces anticoagulants oraux ou ne pas les utiliser dans certains cas, en cas d'insuffisance rénale sévère. Et donc, il faut vraiment en tenir compte. Donc, les recommandations, c'est qu'on peut envisager les AOD dans la thrombose veineuse profonde ou l'embolie pulmonaire ou l'ACFA lorsque l'on a une cirrhose Child-Pugh A. On peut envisager les AOD dans la thrombose de la veine porte sans cirrhose ou avec cirrhose Child-Pugh A après échec ou intolérance aux AVK, qui sont les médicaments qu'on connaît le mieux aujourd'hui, et plus de données sont nécessaires. On ne peut pas les utiliser pour l'instant dans la cirrhose Child-C. Et en plus des degrés d'insuffisance hépatique, il faut caractériser les interactions médicamenteuses, l'insuffisance rénale, l'âge et le BMI avant la prescription de ces anticoagulants oraux directs. Ce qui est très important, c'est de vous reposer la question de l'indication des traitements anticoagulants au moins une fois par an. Vous vous demandez est-ce qu'il en a vraiment besoin ou pas. Et puis, de plus en plus, on l'a mis dans les recos volontairement pour aussi inciter nos instances. Il faut de plus en plus essayer d'avoir une collaboration avec une structure de type clinique des anticoagulants, en gros votre service d'hémostase, pour avoir, si possible, un programme d'éducation thérapeutique, utiliser des outils, le smartphone, les applications, pour améliorer l'adhérence au traitement, il y en a de plus en plus, et s'aider de ce travail collaboratif qui est très important parce que les anticoagulants, c'est quand même extrêmement dangereux. Voilà. Donc il a été décidé de traiter le patient par anticoagulant pendant 6 mois, puis ces anticoagulants ont été arrêtés parce que le malade présente en fait des hémorragies digestives récidivantes, essentiellement, enfin, surtout une anémie spoliative. Il y a un recours aux transfusions très fréquent à cause d'ectasie vasculaire antrale. Et sur une imagerie avant la décision d'arrêter les anticoagulants, il avait été constaté qu'il y avait une reperméabilisation complète du tronc-porte. Donc la question se pose sur le risque, encore une fois, enfin, l'histoire naturelle après l'arrêt des anticoagulants, de la récidive chez ce patient et le risque qu'on prend à arrêter les anticoagulants. Donc effectivement, est-ce qu'on peut sereinement arrêter les anticoagulants chez ce patient qui est quand même en âge d'être transplanté? Donc on est dans la case peut-être transplantation un jour pour l'instant. Il n'a pas encore les indications. Et effectivement, dans cette étude avec un effectif assez faible et puis surtout une durée de suivi assez faible,
lorsque les anticoagulants ont été arrêtés chez 13 patients, vous voyez qu'un peu moins de la moitié vont présenter une récidive de thrombose assez rapidement, avec un délai de 1,3 mois, alors qu'avec un suivi de 7 mois, un peu plus de la moitié, le trompe-porte va rester perméable. Donc, si on décide d'arrêter, ce qu'on peut tout à fait faire, il faudra effectuer une surveillance rapprochée, en particulier si vous décidez de greffer ce patient. La récidive survient à 3 mois avec une thrombose partielle à nouveau du trompe-porte. Et cette fois, elle s'accompagne, sans qu'il y ait une relation de cause à effet, on l'a vu peut-être tout à l'heure, d'une apparition d'une acide réfractaire et se pose donc la question de la réalisation d'une anastomose porto-cave par voie jugulaire radiologique. Alors, peut-on envisager un type chez ces patients ? Alors là, la thrombose est partielle, donc la question est assez simple à résoudre, mais même lorsque la thrombose est complète, maintenant de multiples études montrent que le TIPS peut être effectué et avec des résultats très satisfaisants de recanalisation de 100%, en particulier lorsque l'obstruction est partielle, et une faisabilité technique de 97%, avec une recanalisation complète prolongée environ d'un malade sur 2. En revanche, il est très difficile si les branches portes intrahépatiques, et ça a bien été montré par Jean-Marc Perarnaud, je ne sais pas s'il est ici, ne sont pas visibles, ne sont plus perméables. Les complications ultérieures seront les mêmes qu'en l'absence de thrombose de la veine porte, que ce soit en termes de dysfonction du TIPS, de risque d'encéphalopathie hépatique ou de mortalité. En revanche, malgré tout, les études restent très hétérogènes en termes d'indications, qui quelquefois ne sont pas très claires. On n'est pas toujours sûr de la raison pour laquelle le TIPS est effectué. Et ça mérite quand même d'être un peu clarifié. Ce qu'on peut conclure pour le TIPS, c'est qu'on peut l'effectuer, que c'est réalisable, que ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus compliqué qu'en dehors d'une thrombose porte, mais que probablement, en tout cas, il ne faut pas le réaliser uniquement pour la thrombose porte, mais uniquement dans les indications qui restent les indications du TIPS. Donc les recommandations sont d'envisager un TIPS en cas de complications liées à l'hypertension portale, comme chez ce malade qui avait une acide qui était devenue réfractaire et même un épanchement pleural qui était devenu réfractaire, chez ce patient qui a une cirrhose et une thrombose porte. Voilà, on a terminé. Et voilà une partie de l'équipe, puisque c'était au décours d'une des réunions et un certain nombre d'entre nous étaient déjà partis. Vous voyez qu'on n'a pas l'air malheureux et qu'on a passé un très bon moment à élaborer ces recommandations. J'espère qu'elles vous seront utiles. Et surtout, moi, je veux remercier vraiment tous ces collaborateurs dans ce travail qui a été un énorme plaisir. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire, parce que j'étais obnubilé par la parité, je savais qu'elle m'en voudrait beaucoup si je ne le signalais pas, c'est que ça réunit des hépatologues, des gynéco-obstétriciens, des hémostasiens, des chirurgiens, des pédiatres. Enfin, toutes les spécialités sont représentées. C'est aussi la richesse de ces recommandations. Et les patients, puisqu'il y avait l'association de patients. Qui a relu toutes les recours. Merci Aurélie, merci Christophe pour votre présentation synthétique de quelques points seulement des recos. Le reste à lire par les auditeurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a quelques minutes pour échanger sur des points pas souvent controversés. Bonjour, excusez-moi, lors de la réévaluation annuelle que vous proposez, est-ce qu'il y a des éléments qui vous orienteraient plus à arrêter les anticoagulants ou non ? La réévaluation annuelle, qu'est-ce qui fait que tu vas continuer avec les anticoagulants ? Alors, quand on est dans le contexte de la cirrhose, les éléments qui vont orienter ou pas, ça va être le taux de plaquettes, très important. Ça va être les conditions à risque. Par exemple, si le patient poursuit une consommation éthylique importante avec le risque d'hématome sudural, etc. Et puis, ça va être toujours cette arrière-pensée de la greffe ou pas. Alors, si le patient n'est plus dans une situation où on peut lui proposer la greffe, on sera d'autant plus prudent avec les anticoagulants. Je n'ai pas vu qui posait la question.
Oui, enfin, c'est pas propre à la cirrhose, mais je crois que le problème des anticoagulants, enfin, il y a un discours clair à un moment où on dit on les arrête ou on les continue au bout de 6 mois, mais quand on les continue, ça ne veut pas dire qu'on les continue à vie. Mais c'est vrai pour n'importe quel traitement anticoagulant, en dehors de la cirrhose, etc. La difficulté, c'est qu'à partir du moment où on a décidé de prolonger un traitement anticoagulant, plus personne ne remet en question l'indication qui peut... Le rapport bénéfice-risque peut au cours du temps s'inverser en défaveur du bénéfice, en faveur du risque. Donc c'est ça qu'il faut réévaluer, mais de manière habituelle. Jean-Charles ? Oui, merci. Je suis toujours un peu étonné des messages qui disent que les anticoagulants ne font pas saigner. Parce qu'il y a un peu les études qui sortent, oui, il n'y a pas plus de risque hémorragique quand on anticoagule curativement quelqu'un, et ce qui va à peu près contre toutes les études randomisées internationales cardiovasculaires, ou quand on met le problème, je comprends que, mais il y a un petit côté quand même qui est un peu... Ils font saigner. Tu as vu, il y a 10%, quand tu regardes même les ranges, c'est de 6 à 20%, les anticoagulants font saigner, mais le tableau qui a été présenté dans un premier, enfin, à la fin, c'est pas de différence entre les AO directs et les AVK classiques, ce qui reste à montrer parce que quand on discute avec nos collègues gastro-entérologues, ils ont quand même l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup d'hémorragie avec AO direct. Et pas plus que le problème, le traitement anticoagulant versus non anticoagulant, c'est la particularité de la cirrhose, c'est que les malades saignent, ils n'ont pas besoin d'anticoagulants pour saigner, si tu veux. C'est pas la population générale. La population générale n'a pas la rupture de varices œsophagiennes et ces éléments-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des messages dans beaucoup de papiers qui disent qu'il n'y a pas de différence, probablement parce qu'il y a un manque de puissance pour le montrer, par exemple. Il faut juste, à mon avis... Ouais, sauf que ce qui est suggéré quand même, c'est que quand tu reperméabilises ou quand tu améliores, etc., tu peux diminuer le risque de rupture de varices œsophagiennes. Mais on est d'accord, il y a peut-être aussi... Non, ce qui est quand même vraiment clair, c'est qu'il ne saigne pas plus d'hypertension portale. En revanche, il saigne plus dès qu'on intervient. C'est là où il faut qu'on soit très vigilant, et effectivement, peut-être que je n'ai pas dit le message assez clairement, tu as tout à fait raison. L'hypertension portale, ça va être le même risque, voire peut-être plus faible avec les anticoagulants, avec ce que Christophe vient de vous dire. Mais si vous lui faites une ponction d'acide, il va faire l'hématome de paroi si vous n'avez pas arrêté les anticoagulants, etc. C'est dès qu'on se retrouve dans une situation où il est à risque de saigner, et c'est là où il faut faire particulièrement attention. Donc, Aurélie, donc le message, c'est pour aller dans ce que dit Jean-Charles, il faut être quand même prudent avec les anticoagulants. Et effectivement, ces messages rassurants portent sur l'hypertension portale, mais dès qu'il y a un taux de plaquettes à faire à 50 000 et ou des gestes invasifs, une grande prudence s'impose, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement. Et au niveau de la dose, avant de donner la parole à Frédéric, en prévention, une fois qu'on a reperméabilisé quelque chose en curatif, est-ce que vous les remettez en préventif comme dans l'étude de Villa, ou est-ce que vous les laissez en curatif au long cours, notamment jusqu'à la greffe ? On a plutôt tendance, mais ça c'est pas donc une recommandation, on a plutôt tendance à les laisser en curatif parce que l'étude n'a pas été faite, mais ça peut faire partie des projets ultérieurs. Frédéric. Juste une petite remarque, une question sur tu as dans ton cas clinique, tu as cité la biopsie par voie transjugulaire, la mesure du gradient de pression. Mais avec une thrombose portale, quelle est la valeur du gradient ? C'est vraiment une question, parce que là, je me suis... comment on peut expliquer... comment tu interprètes ton gradient alors que tu as une thrombose portale ? Il a une cirrhose, donc justement, tu vois bien que dans les différentes études, le gradient est élevé comme dans la cirrhose, comme il doit l'être. Et à l'inverse, ta question, c'est pourquoi il est plus élevé dans la maladie portosinusoïdale, par exemple ? Non, pas du tout. Non. La mesure directe du gradient, c'est parce qu'on se dit que c'est une évaluation indirecte de la pression portale. Quand tu as une thrombose portale, tu peux imaginer que tu ne vas pas avoir de transmission de la pression. Non, mais là, il a une cirrhose, donc il va avoir un gradient élevé de toute façon. Mais comment tu veux le savoir si tu as une thrombose portale complète ? Je comprends pas. Oui, mais je sais bien. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas faire passer le message. Le gradient, ce n'est pas une bonne mesure quand on suspecte une thrombose portale. D'accord, c'est pas un bon reflet de la pression portale quand il y a une thrombose porte.
On est Mais d'accord. à partir du moment où il est élevé avec une thrombose porte, c'est qu'il y a une maladie du foie. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin, on est d'accord. D'accord. S'il était normal, on ne peut rien dire. Ouais. Là, il est élevé, donc il y a une maladie du foie, ce n'est pas la thrombose porte qui explique simplement. Ouais, c'est pareil, l'élastométrie à 10, sur quoi ça repose? Il y a beaucoup d'études? Parce qu'on sait que dans l'élastométrie, il n'y a pas que la fibrose, il y a également la congestion, etc. Non, mais ce qui paraît clair, c'est que si tu as une thrombose porte isolée, ça ne joue pas sur la dureté du foie. Donc si, avec toutes les précautions habituelles de l'interprétation de l'élastométrie, si tu as une élastométrie à 20 kPa, 30 kPa au cours d'une thrombose porte, ce n'est pas la thrombose porte qui explique ça. Ou alors c'est un vieux cavernome avec une transformation du foie, etc. Mais une thrombose porte récente avec une élastométrie élevée, c'est plutôt en faveur d'une cirrhose. D'accord. C'est des arguments pour, c'est pas... C'est intéressant d'avoir cet élément-là. Tu as une hypertension portale sévère avec une élastométrie à 9, 8, tu dis, a priori, il n'y a pas de cirrhose, c'est tout. Tu as besoin d'arguments pour savoir comment tu vas prendre en charge ton patient au départ. Et juste une dernière remarque, vous avez noté que l'apparition, et ça c'est important, l'apparition de la thrombose portale n'aggrave pas le pronostic de la cirrhose. Absolument. Elle est associée. C'est vrai pour tous les cirrhotiques. Un child A, on veut bien le croire, un child B... Ça a été montré dans les études de Philippe Néry là récemment, qui étaient donc des patients child A et B. C'est ça. Avec un suivi longitudinal quand même. Pour l'élasticité hépatique et l'hypertension portale non cirrhotique, il y a eu 3 études, en gros, un peu moins de 100 malades. Et le chiffre, comme tu dis, de 10 est très arbitraire. On voit que plus le chiffre est bas, plus il y a des risques d'avoir une hypertension portale intrahépatique non cirrhotique en comparaison à la cirrhose. Et le cutoff n'est pas déterminé à ce jour. D'ailleurs, ça fait partie des études qui doivent être faites. On peut imaginer, d'après ce qu'on a comme impression, que 10 ou 14 pourrait être une possibilité. Mais ça n'est pas démontré. Peut-être on peut prendre une dernière question avant de... Merci. Moi, j'ai une petite remarque d'abord. Quand vous avez parlé de maladie porto-sinusoïdale, parmi les critères diagnostiques, c'est qu'il doit y avoir un bilan hépatique normal. Quand on a une hypertension, c'est ce que vous avez mentionné sur la diapo. C'est évocateur, ce n'était pas un critère diagnostique. Alors, en cas d'hypertension portale, si on a une CVC très importante, on peut avoir un bilan hépatique perturbé, surtout une cholestase dans le cadre d'une biliopathie portale. Vous avez tout à fait raison. Oui, ça c'est une petite remarque. On peut d'accord. Voilà, évoquer. Hein. Et là, dans ce sens-là, vous n'avez pas parlé de la PBH, là où elle est quand même très indiquée pour poser le diagnostic de porto-sinusoïdale, parce que c'est au fait des critères histologiques. Toutes les nominations qu'on connaissait à cette maladie, c'était des choses histologiques. Alors la question que je voulais vous poser, en cas d'hypertension, vous avez dit que le traitement endoscopique, il sera allongé si on a une thrombose porte. Pourquoi d'abord? Et deuxièmement, vous avez parlé en jours. Est-ce qu'on peut parler en nombre d'élastiques? C'est plus commode parce qu'en jours, c'est 51 versus 41. Je n'ai pas bien saisi. Si vous pouvez nous donner un chiffre en nombre d'élastiques posés, ça serait un argument plus... Non, vous avez parfaitement raison sur le premier commentaire, et la biopsie hépatique est indispensable pour porter le diagnostic de maladie veineuse vasculaire porto-sinusoïdale. Ce n'était pas le sujet, c'était juste, fallait l'évoquer, un diagnostic différentiel de la cirrhose. L'interprétation, les travaux sur le nombre d'élastiques, mon explication, c'est que les gens qui ont fait de la ligature avec des malades avec une thrombose porte, voire des anticoagulants, ont été beaucoup plus prudents, ont espacé souvent les sessions. Et je pense que, à mon avis, c'est pas. D'ailleurs, ils sont un peu contradictoires parce que d'un côté, vous voyez que le délai est plus long, mais par contre, en nombre de sessions, c'est pas supérieur. Et 2 pour une thrombose porte, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, je crois que si vous vous astreignez à faire des ligatures, comme c'est recommandé, tous les 10 à 15 jours, vous ne devez pas avoir des délais qui soient vraiment très différents. C'est juste, je pense, au départ, un peu d'appréhension quand on va faire de la ligature chez les malades sous anticoagulants. Donc je ne crois pas trop à cette histoire de délai, mais c'est ce qui est publié. Maintenant, une dernière remarque, quand on a un foie dysmorphique à la radiologie, sans qu'il soit bousselé, ce n'est pas toujours cirrhotique, parce que si j'ai une thrombose, j'ai une perfusion qui n'est pas correcte, et donc je peux avoir un foie dysmorphique. Donc dire que le foie dysmorphique est un foie de cirrhose, ce n'est pas toujours le cas. Merci. Entièrement d'accord, il faut se méfier des dysmorphies, il y a plusieurs types de dysmorphies. Merci beaucoup, on va pouvoir passer
Merci Christophe, merci Aurélie. On va pouvoir passer...